Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes en direct sur cette chaîne pour parler de tout ce qui est actualité en République démocratique du Congo. C'est votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui est au cœur de l'actualité. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'investiture du président de la République qui a prêté serment le samedi 20 janvier au stade de Martyrs, une cérémonie grandiose que nous n'avons jamais vue en République démocratique du Congo, mais cela a été fait. Nous disons chapeau bas aux organisateurs. Certaines personnes se posent des questions. Est-ce qu'il a fallu qu'on dépense autant d'argent pour cette cérémonie d'investiture? On le dit. Certains pensent que oui, il fallait les faire parce que c'est quand même un président de la République qui devait prêter cérémonie. Certains pensent que ce sont des dépenses de trop. Chacun de nous est libre de penser. Le plus important, c'est que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Nous parlons de l'investiture du chef de l'État. Sur ce plateau, j'ai un habitué de ce plateau, c'est M. Dani Chamala. C'est avec lui que nous aurons à parler sur l'investiture du chef de l'État, mais avant tout, nous allons essayer de prendre cette nouvelle qui fait rage sur les réseaux sociaux. Hier, on a parlé de l'arrestation du pasteur Kassambakana, le représentant de l'église primitive. D'autres ont parlé de sa libération le soir. Avec M. Dani Chamala, nous allons évoquer l'investiture, mais commençons d'abord par ce sujet qui défraye la chronique aujourd'hui. Monsieur Kassambakana a épousé une unième femme. Certaines personnes disent qu'il devait être arrêté parce qu'il est en train d'abuser Nabana Yabatu. Est-ce que sur le plan du droit, il y a forfait de la part du pasteur Kass? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Alain. Je salue d'abord vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Qui nous suivent de partout, dans la ville-province de Kinshasa et partout dans le monde. Je crois que ma réponse choquerait beaucoup de gens. Ah bon? Ouais. Vous commencez par dire que ça va choquer? Oui, je commence par dire que ça va choquer beaucoup de gens. Et il y a d'autres qui croiront même que moi je suis le fidèle de son église. Mais je ne suis pas de son église et je ne partage pas le même point de vue que le pasteur Kass. Mais seulement, ici, comme la question est posée dans ce sens-là, vous cherchez à savoir et à faire connaître aussi l'opinion qui nous suit en ce moment. Est-ce que le fait pour pasteur Kass d'épouser cette fille-là, oui, comme les gens disent qu'il est en train d'abuser des filles de gens et tout ça, est-ce que ça constitue une infraction au regard de la loi congolaise? La réponse est non. Comment ça? Pasteur Kass n'a violé aucune disposition de la loi congolaise. Je mets quiconque à défi qu'il passe ici sur votre chaîne de plateau et vous m'appelez, nous allons débattre avec lui, qu'il me prouve sur quelle base ils disent que pasteur Kass a violé la loi. Je vais vous dire ceci. En matière de droit, les infractions sont énumérées et chaque infraction a des éléments constitutifs. Le pasteur Kass a contracté un autre mariage avec cette fille-là, dont ses parents vous disent... Certains évoquent que ses parents vous disent que la fille a 18 ans. Ça, c'est ce que les parents disent. Et même les actes de naissance de cet enfant attestent que la fille a 18 ans. Le fait pour pasteur Kass d'épouser cette fille-là, est-ce une infraction? Ce n'est pas une infraction. Quand est-ce que ça peut être considéré comme une infraction? C'est lorsque pasteur Kass prendra cette fille-là, va se présenter à la commune pour qu'on célèbre le mariage au moment où il avait déjà fait célébrer un autre mariage. Mais dans le cas d'espèce, c'est quelle infraction? L'infraction qui... on va, parce que en droit, quand on dit une infraction, on donne même les noms de cette infraction-là. C'est quelle infraction? Parce que pasteur Kass peut être poursuivi ici pour bigamie si il fait célébrer 2 mariages au niveau de l'officier de l'état civil. Mais dans le cas d'espèce, pasteur Kass s'est limité dans la famille. C'est un mariage qui n'est pas opposable à tous pour que cela constitue une infraction.
La loi congolaise a interdit, a prohibé la bigamie et non la polygamie. Je suis en train de dire et je suis clair. La bigamie, c'est quoi? C'est le fait de contracter 2 mariages civils. Mais la polygamie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que la loi congolaise interdit à quelqu'un d'en avoir plusieurs? La loi congolaise n'a jamais interdit à quelqu'un d'avoir plusieurs femmes. S'il y a une disposition dans ce sens-là, qu'un juriste puisse passer ici, vous donner la disposition qui dit que non, un Congolais ne peut pas avoir plusieurs femmes. Parce que moi, je vais prouver à ces juristes-là que la loi congolaise reconnaît les enfants nés hors mariage. C'est-à-dire que tu es marié, mais tu as des enfants dehors. Ces enfants-là, tu les as eus avec qui? Avec une femme ou avec un autre homme. Et surtout qu'en République démocratique du Congo, l'homosexualité constitue un crime ou une infraction. Vous comprenez? Donc, Pasteur Casse n'a commis aucune infraction. Ces histoires-là, tout ce que les gens racontent là, ce sont des sentiments inutiles. Il faut écouter d'abord la chose, examiner sur le plan des droits, est-ce que c'est une infraction? Vous avez suivi un débat qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, à ce qui concerne la polygamie et autres. Les députés ont dit quoi? Non, mais vous allez nous tuer tous ici parce que tous nous sommes des polygames. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ces députés-là, tous ces décideurs-là, ils ont plusieurs femmes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Mais ils n'ont jamais été en prison. Mais pourquoi quand ça arrive au niveau de Pasteur Casse, ça doit faire un tollé, non, Pasteur Casse? Tout simplement parce que lui, quand même, il est correct, il est sincère avec lui-même. Il vous dit, j'ai autant de femmes. Mais ceux qui en ont en cachet... C'est peut-être cette prise de position. Voilà, mais lui, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Il doit dire, il doit faire des choses ouvertement. Donc tout le monde doit savoir que Pasteur Casse a autant de femmes. Il ne doit pas se cacher, il n'est pas hypocrite. Aujourd'hui, vous avez dans cette ville de Kinshasa ici, des pasteurs qui se disent des monogames. Mais ils ont beaucoup de femmes à côté. Vous avez des politiciens, oui, avec plusieurs enfants de gauche à droite. Ces enfants-là, ils les ont eu comment? Avec qui? C'est toujours avec des femmes. Il ne faut pas croire que non, ce que Pasteur Casse a fait. Moi, je suis en train de chercher un juriste qui me dira que ce qu'il a fait, c'est une infraction. Et encore que, même si aujourd'hui nous empruntons cet aspect de la minorité de l'enfant, est-ce que vous savez que le juge de paix, le tribunal de paix, peut accorder une dispense à une fille mineure de se marier? Que vous pouvez dispenser. C'est un pouvoir qui lui est reconnu par la loi. C'est-à-dire, il y a des filles, quand vous regardez, elle a 15 ans, mais elle a un corps... Elle a une masse, oui, elle a une masse de 25, 23 ans. Et une fille pareille, quand elle trouve un homme qui veut l'épouser, elle dit à cet homme-là que non, moi je n'ai que 15 ans par exemple. Il dit non, mais moi je trouve que par rapport à votre aspect et tout ça, moi je trouve que vous méritez d'être marié. Elle dit oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On part chez les parents sont d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On voit les juges de paix, les juges d'enfants pour le moment. Ils vous donnent un document qui vous autorise d'épouser cette fille-là qui est mineure. C'est la loi qui reconnaît ce pouvoir-là à ce juge-là de le faire. Et vous allez dire que non, on doit arrêter ce monsieur-là. On ne doit pas arrêter. Arrêter pourquoi? Hein? Le droit avec ses tournures. Le droit à ses tournures. Le droit à ses tournures. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais les gens se cachent pour ne pas parler à haute voix que non, voilà, Pasteur Casse. Et ce qui multiplie beaucoup plus ces histoires-là sur les réseaux sociaux et tous ceux qui racontent des histoires, c'est la plupart, ce sont des femmes qui sont contre que leur mari puisse avoir ailleurs. C'est ça le problème. Mais quand ils le font en secret, ces femmes-là ne disent rien. Quand on amène maintenant les enfants nés hors mariage, là, ils ne disent rien. Ne disent rien. Donc, c'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, qu'on ne vous trompe pas que le fait d'avoir plusieurs femmes, c'est une infraction. Ce n'est pas une infraction. Mais le fait de contracter 2 mariages, et puis j'ai dit 2 mariages civils, pas coutumiers, civils, là c'est un problème. Vous comprenez? Là, ça devient un problème. Et aussi, je dois aussi préciser, parce que les gens diront que non, voilà, et tout ça. Lorsque un homme va contracter, par exemple, un mariage coutumier avec une autre femme et tout ça, lorsqu'il est marié, pour sa femme avec laquelle ils étaient partis au niveau de la commune, cette femme peut se plaindre pour adultère. Cette femme peut se plaindre. Mais allez devant le parquet et tout ça, même les cours et tribunaux. Vous allez trouver combien de plaintes là-bas pour adultère contre les hommes. C'est-à-dire que ces femmes-là... Ça devient un fait normal. Oui, ça devient un fait normal.
Ça devient un fait normal. Parce que pour poursuivre quelqu'un d'adultère, il faut que la victime dépose plainte. Il faut une plainte de la victime. Mais dès lors que la victime ne s'est pas plainte, elle a trouvé que non, son mari est en train de passer du temps. Il y a même des femmes aussi qui contractent aussi avec d'autres hommes. Vous trouvez que son mari a trouvé que c'est normal. Ça ne constitue pas une infraction. L'infraction, c'est lorsque la personne qui est dans ce lien de mariage se plaint. Vous avez déjà vu l'une des femmes de Pasteur Casse se plaindre pour adultère contre son mari. Alors comment on va l'arrêter? Si Casse est arrêté aujourd'hui, ça sera une arrestation arbitraire. Ça ne sera pas basé sur des bases juridiques. Il n'y a aucune base juridique qui autorise à ce que Pasteur Casse soit arrêté. Et quand il le fait aussi conformément à la Bible. D'après ce que lui dit. D'après sa lui. vision. Oui, d'après ce qu'il lit dans la Bible. Parce qu'il se réfère à Salomon, il se réfère à David, il dit même que non, voilà, lorsque David avait pris la femme de son subalterne, Dieu était fâché, il lui a dit, David, mais si tu avais trouvé que les 500 femmes que je t'avais données étaient peu, tu allais me demander, j'allais t'ajouter d'autres. C'est-à-dire que même Dieu n'est pas contre ce que Pasteur Casse est en train de faire. Voilà. Vous comprenez comment les choses évoluent. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet, il fallait qu'on en parle et voilà. Pour avoir des éclaircissements sur le point juridique parce que il n'y a pas d'infraction dans le chef. Ça fait débat sur la toile, ça fait débat dans les quartiers. Le défi est lancé. Monsieur Dani Chamala dit quiconque veut les contredire, qu'ils viennent sur le plateau. Voilà. Ils vont en débattre. Donc le défi est lancé. Nous prenons l'investiture du chef de l'État après avoir décrié tout ce qui s'est passé dans les élections, irrégularités, certains parlaient de la fraude. Bref, le président de la République a prêté serment le samedi dernier, le samedi 20 janvier au stade de Martyrs. Plus de 20 chefs d'État étaient présents, des représentations venues de partout. Une certaine opinion se dit qu'on a sorti de l'argent pour essayer de crédibiliser ces élections par la prestation du serment. C'est pourquoi on a même payé les titres de voyage de tous ces visiteurs qui sont venus. Mais du côté du pouvoir, on crie à la victoire parce qu'ils se disent que lors du premier mandat, l'engouement n'a pas été de la sorte. Et lors du second mandat, ça prouve à suffisance que le Félix Tshisekedi est porté par la population et ses pairs sont venus pour lui prêter main forte afin que ce second mandat soit une réussite totale. Votre analyse par rapport à tous ces dires? Je vais commencer par vos derniers mots, que Félix Tshisekedi est porté par ses pairs pour qu'il puisse faire asseoir son pouvoir. Et je vais commencer d'abord par vous dire que le premier mandat de Félix Tshisekedi, la prestation de serment s'est passée dans des conditions que vous connaissez. La République démocratique du Congo était un pays isolé sur le plan diplomatique. Et là aussi, vous allez comprendre avec moi aussi que tout le voyage effectué par le président de la République ont payé aujourd'hui. Tout ce voyage-là que les gens décrient, ils disent non, il fait des voyages. 600 et quelques voyages. Voilà, 600 et quelques voyages et tout ça. Donc, le président de la République, tous ces voyages effectués ont payé. L'objectif de ce voyage-là, c'était quoi? D'abord, il fallait que la République démocratique du Congo rentre dans le concert des nations. Et aujourd'hui, vous avez vu l'engouement, la précipitation avec laquelle des chefs d'État sont venus. Il y a d'autres qui ont passé nuit ici. Mais certains il y a d'autres qui ont passé nuit. Ils sont partis le dimanche. Voilà. Donc, ils trouvent que la République démocratique du Congo, c'est un pays où aussi un chef d'État étranger peut passer nuit. C'est un pays aussi où les délégations étrangères peuvent aussi passer nuit. Donc, vous comprenez que c'est la victoire de la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi qui a fait que cette cérémonie puisse avoir cette ampleur-là. Pour ceux qui parlent de l'argent déboursé et tout ça, vous pensez que le président de la République va donner de l'argent à Ramaphosa pour qu'il puisse venir en République démocratique du Congo? Pour que Ramaphosa puisse venir en République démocratique du Congo, il faut que le chef de l'État lui paye le billet. Les gens parlent des choses. Vous savez que c'est ça aussi le problème. Notre pays est immensément riche sur le sous-sol et tout ça, mais la population est pauvre. Mais nous devons éviter aussi à amener cette pauvreté même au niveau de la réflexion.
Vous comprenez? Nous ne devons pas réfléchir comme des gens qui, au fait, ont souffert de kwashiorkor et ils n'ont même pas le cerveau pour réfléchir. Comment se fait-il que toutes ces délégations-là viennent que pour l'argent? Si les Congolais réfléchissent l'argent, sous d'autres cieux, on ne réfléchit pas de cette façon-là. Cette cérémonie ne pouvait qu'être faite de cette façon-là. Pourquoi? Parce que d'abord, la mission de l'Union européenne était venue ici. Les observateurs de l'Union européenne étaient ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que le candidat président de la République, à l'époque, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était un candidat plébiscité par sa population. Donc, partout où ils sont passés, ils ont dit, le rapport que nous allons faire à la fin, c'est un rapport qui va confirmer effectivement que c'est un président qui est aimé par sa population. En dehors de cet amour de la population envers Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a de très bonnes relations avec tous ses collègues présidents de la République. C'est un président qui n'a pas de conflit avec des gens, qui n'a pas de conflit avec ses collègues et qui cherche à ce que la paix règne dans toute l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au Tchad, pour qu'on arrive à nommer l'opposant farouche comme Premier ministre, vous savez qui est le parrain de ces pourparlers? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Mais on n'en parle pas. Oui, les gens n'en parlent pas parce que c'est la République démocratique du Congo. Si c'était ailleurs, quand on nous amenait des Kodio ici, les gens parlaient. Mais ce que la République démocratique du Congo fait, les gens n'en parlent pas. Vous savez que l'ennemi de la République démocratique du Congo, Paul Kagame est ici. Avec Museveni, ils ne se parlaient pas. Vous savez, pour qu'ils arrivent à parler eux deux, vous savez qui est le parrain de cette rencontre? C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui, au fait, pour lui, la paix est avant tout. Et les bonnes relations avec les voisins doivent primer sur les intérêts particuliers. Vous comprenez un peu? Avec cette attitude et cette façon de voir les choses, même le monde entier a compris que non, c'est un président qui a une dimension ou une façon de voir des choses qui permet à ce que l'Afrique puisse respirer et l'Afrique puisse vivre. Vous comprenez? Regardez que combien de prestations de serment que nous avons connues en République démocratique du Congo. Les Américains envoient leur délégation pour venir ici. L'Union européenne envoie. Combien de chefs d'État nous avons déjà reçus? Moi, je connais la prestation de serment, d'ailleurs, serment de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2018. En 2019, au mois de janvier. Combien de présidents et de chefs d'État étaient venus? Je crois qu'à l'époque, on n'avait que Mugabe, si je ne me trompe pas. Vous comprenez un peu? Donc, maintenant que la diplomatie a fait son travail, les gens ont trouvé que le Congo, c'est un pays qui existe et qui a toutes ses facultés en tant qu'État. Nous devons aller soutenir ce vent de la démocratie qui est soufflé par la République démocratique du Congo. Les gens trouvent que non, on a déboursé de l'argent. Et vous pensez que cette cérémonie-là allait se faire gratuitement sans débourser de l'argent? On doit débourser de l'argent. Vous avez vu les innovations que nous n'avons jamais vécu dans ce pays. Nous avons vécu ça avec l'investiture du président Tshisekedi. Cette grandeur-là doit nous amener quand même à féliciter au lieu de critiquer à tout moment. Les gens sont restés aussi dans le petit détail. C'est vrai qu'il a prêté serment, mais il est investi par le pouvoir spirituel et coutumier. Enfin, on lui a donné une canne. Certains se disent, oh, bah, si ils allaient canne à Mobutu, pour Sukanamoto Yembela, Yalelo, Fatima Kondi. Tous ces rituels-là, qu'est-ce que ça vous fait croire? En fait, mon frère, je vous dis sincèrement, en tant qu'analyste politique et patriote, la partie qui m'avait beaucoup plus plu, c'est seulement la partie des rituels coutumiers. Vous comprenez? Parce que nous ne devons pas abandonner notre culture. Vous comprenez? Nous ne devons pas mettre de côté notre culture, mais chercher seulement à parler français, faire des choses comme ça se fait en France, comme ça se fait en Belgique, comme ça se... Non, nous devons aussi faire des choses comme ça se fait chez nous. Vous savez que j'étais content lorsque quelques personnalités de confession religieuse ont fait leur prière.
j'étais content de la prière de l'homme de Bangunza. Ouais, j'étais vraiment content. J'ai dit, ça c'est l'originalité. Ça c'est l'originalité. Lorsque l'homme de Kimbangu est venu faire la prière, j'ai dit, c'est ça notre culture, c'est ça notre identité. Nous ne devons pas faire des choses seulement comme ça se fait en Europe, comme ça se fait aux États-Unis. Non, nous ne devons pas abandonner notre culture. Et chez nous, le pouvoir est symbolisé par ces rituels-là. Quand on vous donne une canne, c'est-à-dire vous êtes les dirigeants. Les dirigeants. Vous comprenez? Vous avez de l'autorité. Lorsqu'on vous fait marcher sur la peau de léopard, donc vous êtes quelqu'un qui domine qui dirige, donc qui est au-dessus des autres, hein, qui donne des directives. Donc c'est celui-là qui va donner des orientations. Vous comprenez un peu? Donc ces rituels-là, c'est ce qui a fait la beauté de cette cérémonie. Ce qui a fait la beauté de cette cérémonie, ce ne sont pas le fait de soulever la main, de prêter serment. Non! Ce sont ces rituels-là. Même ceux qui étaient là, ils ont regardé, ils ont dit, oh voilà, les Congolais ont aussi leur originalité. Parce que quand vous arrivez aux États-Unis, ils ont aussi leur originalité. Oui, ça, vous arrivez en France, ils ont leur originalité. Mais chez nous, pourquoi nous devons cacher nos chefs coutumiers, notre pouvoir ancestral, pour ne rester qu'avec la Constitution? Non, mon frère. Nous devons évoluer et en évoluant, nous devons faire notre style. Mais ce que j'ai reproché seulement à cet aspect des choses, il fallait qu'on lui donne aussi un chapeau de léopard. Peut-être que ça n'a pas été prévu. Bon. Oui. Les chefs coutumiers, je les reproche de ça. Ils allaient avoir un chapeau de léopard pour on le met sur la tête. Comme ça, ça va. Et pour ceux qui disent que non, c'est pour ça sera comme si on va commencer à chanter les dialélo et tout ça, tout ça. Nous, chez nous en Afrique, les chefs est adoré. En Afrique, c'est comme ça. Les chefs est adoré. On avait nos rois, on avait nos chefs, c'était des gens adorés. Et devant la maison du chef, chaque jour, on chante et on danse. Ce n'est pas une infraction et ce n'est pas un péché. C'est comme ça que ça se... Chez nous en Afrique, c'est comme ça. Allez dans nos villages, vous allez voir comment les choses se passent là-bas. Comment éviter de vivre ce que nous devons vivre chez nous? Parlons du discours du chef. Oui. Les gens disent que c'est encore des promesses de trop. Il a tablé son discours dans 6 axes. Voilà. Il a parlé de la création de l'emploi, protection du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant les taux d'échange, voilà. Assurer avec efficacité la sécurité des populations et leurs biens, voilà. Garantir plus d'accès aux services sociaux et sociaux de base et renforcer l'efficacité des services publics. Voilà. C'est le 6 axes sur lesquels il va se focaliser. Voilà. Certains pensent que c'est encore de promesses de trop parce qu'il en a déjà fait plusieurs. Les taux de change, certains sont revenus sur son passage lors de la campagne chez nos confrères de Top Congo. Il a dit qu'il n'y a pas comprendre $. Mais est-ce qu'il fallait encore faire des promesses ou il fallait rester dans la logique de la ligne droite pour sortir les Congolais dans toutes les difficultés qui les entourent? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que ceux qui disent ce genre de choses ne sont pas des politiciens. Ils ne connaissent pas c'est quoi la politique. Aucun politicien ne viendra vous dire que non, voilà, je suis venu, j'ai fait baisser les $. Je suis venu, j'ai fait... Non, il va vous dire que je vais faire baisser les $. Est-ce que vous comprenez? La politique, lorsque vous prenez le pouvoir, ça commence d'abord par des projets. Parce que vous devez d'abord cerner le problème. Vous comprenez? Quels sont les problèmes de la population? Les 6 axes dont a parlé le président de la République. Si les gens, pour des analystes politiques sérieux, ils doivent dire effectivement que le président de la République a tapé juste pour les problèmes qui se posent en République démocratique du Congo. Par exemple, la création d'emplois. Lorsqu'il parle de la création d'emplois, vous savez combien d'années, chaque année, combien nos universités déversent sur le marché d'emploi? Vous comprenez? C'est un problème très sérieux que nous avons en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de jeunes sans emploi. C'est comme ça qu'on les manipule de gauche à droite. Vous avez vu seulement lorsqu'on a parlé ici que non, voilà, on va organiser les élections et tout ça. Vous savez combien de jeunes sont allés pour postuler alors qu'ils étaient escroqués par leurs chefs de parti politique. Le fait de n'avoir pas expliqué à ces gens-là comment ça va se passer, ils sont allés avec le souci d'avoir un parlement de 24 000 députés.
Parce que tout le monde dit seulement qu'il a été massivement voté. Et avec raison, parce que quand 3 personnes te votent, c'est déjà une masse. Vous comprenez? Mais le calcul qui s'est fait là-bas, ces gens des partis politiques, ils n'ont pas expliqué à ces gens-là. Ils étaient partis comme des moutons de Panurge pour tout simplement accomplir le seuil de recevabilité et puis amener leur voix là, que ça puisse aussi faire quelque chose pour atteindre le seuil et puis qu'on commence les calculs. C'est comme ça qu'on les a utilisés de cette façon-là. Mais tous ces jeunes chômeurs-là, le président de la République a dit, nous avons un problème sérieux. Parce que quand il y a trop de bruit dans le domaine politique, vous savez, non, moi je suis communicateur, moi je suis. C'est parce qu'on n'a pas quelque chose à faire. Vous pensez que si tout le monde avait quelque chose à faire, vous verrez tous ces jeunes gens-là défiler sur des chaînes de télévision jour et nuit. Communicateurs. Parce qu'à ces heures-là, ils sont dans des bureaux en train de travailler. Donc il y aura moins de fréquentation devant les postes de télévision pour dire que non, voilà, Tshisekedi, Chilombo, et tout ça. Tout ça, c'est le chômage qui fait monter cette haine-là dans certaines personnes. Alors le président de la République a tapé juste pour dire qu'il va quand même se baser sur ce point-là. Il va traiter ce point-là. C'est-à-dire quoi? Oui. Ce n'est pas qu'il va amener ces gens-là qui venaient entrer dans la fonction publique, puisque la fonction publique est déjà saturée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va mettre en place des conditions qui permettent à ce que et les Congolais et les étrangers investissent en République démocratique du Congo, et c'est par là qu'il y aura des emplois. Parce que partout dans le monde, moi je ne connais pas un État qui engage des gens, que non, voilà, venez, comme vous êtes des chômeurs, venez, nous allons vous engager. Non, l'État crée toujours les conditions, et ces conditions-là permettent aux investisseurs d'investir, et ces sociétés-là vont maintenant engager la jeunesse. La stabilisation des taux de change. Oui, qu'est-ce que le président de la République peut faire pour pallier à cette situation? Parce que à chaque jour qui passe, à chaque jour qui passe correspond un taux de change. Vous pouvez dormir, vous changez à 27, demain vous vous réveillez, c'est à 26 500, le lendemain c'est à 26, le jour qui va suivre, ça remonte à 27. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer de stabiliser ces taux de change? Il y a des choses à faire. D'abord, il faut comprendre pourquoi il y a cette inflation. Dès lors que nous comprenons pourquoi il y a cette inflation, c'est alors qu'on va apporter la solution. Les taux de change dépendent de la production que nous faisons en République démocratique du Congo. Notre production à nous. C'est ce qui peut stabiliser le taux de change. Vous comprenez? Et lorsque le chef de l'État a parlé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il va encore plus renforcer le pouvoir de l'IGF pour qu'un contrôle sérieux soit fait au niveau des régies, financières, au niveau de toutes les sociétés, au niveau de tous ceux qui produisent en République démocratique du Congo, pour que les caisses de l'État puissent avoir des réserves d'échange à même de faire face à toute éventualité. Vous comprenez? Avec le travail que l'IGF est en train de faire, vous savez, si on n'avait pas l'IGF aujourd'hui, on allait atteindre 50 000 dollars, 50 000 francs pour 10 dollars. Effectivement, avec la montée de l'inflation. C'est à cause de ce que nous avons comme réserve que nous arrivons à maîtriser cette situation-là. Mais si nous arrivons à augmenter encore notre capacité de réserve d'échange, je crois que le taux de change, nous allons la maîtriser facilement. Mais seulement, je suis en train de dire encore une chose. Je ne cesserai jamais de le dire, que la situation que nous connaissons en République démocratique du Congo, par rapport au taux d'échange, n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Dans tout le pays du monde connaissent ce problème. Tous les pays du monde connaissent ce problème. C'est parce qu'il y a des catastrophes naturelles partout dans le monde. Il y a des guerres de gauche à droite. C'est ce qui crée ce problème ici. Et en plus, vous savez que le monde a fait 2 ans sans produire. Le monde a fait 2 ans sans produire. Avec la Covid-19. Avec la Covid-19. Avec toutes ces situations-là, aucun pays dans le monde n'a maîtrisé l'inflation. Aucun pays dans le monde. Aux États-Unis, on parle de l'inflation. En Russie, on en parle. En France, à Londres, l'Afrique du Sud, l'Angola, n'en parlons pas. Tous ces pays-là parlent de ce problème. Nous ne pouvons pas nous échapper. Et d'ailleurs, vous savez que le Ghana a été déclaré un pays en faillite à cause de cette situation ici. Mais si la République démocratique du Congo n'est pas déclarée en faillite, comprenez qu'il y a un travail de fond qui est fait et qui sera, le gouvernement va redoubler encore les efforts pour que la situation soit maîtrisée. Parce que le chef de l'État a déjà jeté un coup d'œil là-dessus.
Quand le président de la République parle d'assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, quelque part il se rend compte, surtout les Congolais qui vivent à l'Est et nos frères de Kwamout, est-ce qu'il s'est rendu compte que cette situation est prise avec légèreté? C'est pourquoi il a parlé d'assurer avec efficacité, ou c'est une façon de dire pour plaire à ces personnes qui vivent dans cette zone, dans ces zones à risque? Si c'était pour plaire à ces gens-là, je crois que les chefs de l'État ne pouvaient pas engager autant d'efforts pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je continue à le dire, si vous regardez même notre militaire sur la route, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a un œil qui est jeté de ce côté-là. Il y avait des problèmes dans l'armée, des problèmes très sérieux dans notre armée. Et ces problèmes sont en train d'être résolus petit à petit avec la loi de la programmation, ce qui est quelque chose, pour la première fois d'ailleurs, ce qui est quelque chose à beaucoup saluer. Aujourd'hui, l'armée est en mesure de se défendre. Ce n'est pas une armée où les gens critiquaient, nos militaires fuient là-bas et nos militaires font ceci. Aujourd'hui, suivez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Les informations, c'est comme ça que j'ai toujours condamné. Les informations, lorsque seulement une balle de M23 touche un Congolais, toutes les chaînes en parlent. Non, le M23 a tué un Congolais là-bas, et voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais lorsque l'armée congolaise récupère les territoires jadis occupés par le M23 et par d'autres groupes, des groupes armés et l'armée rwandaise, aucune personne n'en parle. Là, on n'en parle pas. Si vous posez la question aujourd'hui à ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, ils sont en train de vivre ce que l'armée congolaise est en train d'infliger à ces rebelles et cette armée rwandaise comme perte. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des efforts pour sécuriser l'est de la République démocratique du Congo. Donc, sécuriser ceux qui vivent là-bas, sécuriser aussi leurs biens. Parce que quand ces gens-là viennent, ils ne viennent pas seulement tuer, ils tuent et ils pillent les biens de ces gens-là. Ils vont aller même en brousse là, ils prennent des vaches, ils amènent au Rwanda là-bas et tout ça. Comme ils avaient pillé à l'époque de Musée, ils ont pillé tous les véhicules de la MIBA. Ils ont ramené ça au Rwanda. C'est leur habitude. Renforcer l'efficacité de service de l'État. Oui. Quelque part, l'État a ses faiblesses. C'est pourquoi le président de la République le reconnaît. Je vous avais dit lors de mon passage ici, quand je m'étais proclamé candidat président de la République, je vous avais dit que la République démocratique du Congo a un seul problème. C'est l'administration publique. Il faut renforcer l'administration publique. Le président de la République qui est passé à la tête de la République démocratique du Congo pendant 5 ans, il a constaté que nous avons aussi une faiblesse. Notre faiblesse est au niveau de services publics de l'État. Vous comprenez? Regardez dans la fonction publique, vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont déjà 70 ans, 80 ans et tout ça, mais ils sont toujours là en train de toucher le salaire. Alors, que faire pour pallier à cette situation? Pour pallier à toute cette situation, il faut arriver à réformer, moderniser notre administration publique. Parce que même tout ce que nous connaissons dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité et tout ça, c'est la faiblesse de l'administration publique. Si nous avons une administration publique stable, modernisée et puis efficace, je crois que nous n'aurons pas assez de problèmes. Quand il s'agit des informations sur la sécurité, ça va arriver à temps. Quand il s'agit des informations sur la diplomatie, ça va arriver à temps. Quand il s'agit des informations par rapport au sport, loisirs et tout ça, ça va arriver à temps. Donc tout ça, on n'aura pas de problème. Donc le chef de l'État a ciblé des problèmes qui rongent effectivement notre société. Il a aussi parlé de la garantie plus aux services sociaux de base, voilà. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, santé, éducation. Vous pensez qu'avec le jalon lancé dans les 5 ans passés, que dans ces 5 ans à venir, les Congolais pourront retrouver l'aisance dans leur vie, c'est-à-dire en termes de panier de la ménagère, l'eau et l'électricité. C'est vrai que nous avons déjà la maternité gratuite, mais vous pouvez avoir la maternité gratuite. Est-ce que vous aurez l'argent pour nourrir ces enfants? Les conditions sociales de fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous pensez que dans les 5 ans à venir, les solutions peuvent être trouvées? Le président de la République qui a géré pendant les 5 ans passés, il connaît le problème que nous avons, comme il l'a si bien dit. Je crois que les 5 ans à venir ici, il va faire des choses
que les Congolais trouveront effectivement que il avait au moins raison de dire ce qu'il a dit par rapport à ces 6 axes. Donc, c'est-à-dire à ce qui concerne le social des Congolais. Parce que partout où il est passé, parce qu'il a battu encore campagne, partout où il est passé, il parlait avec la population. Il a communié avec la population. Il connaît les problèmes de ceux qui sont à Kikwit, ceux qui sont en Bujimaï, ceux qui sont à Monedi, ceux qui sont à Malimbankulu, ceux qui sont à Tchela, ceux qui sont à Kasangulu, Mwanda, partout là où il est passé, il connaît les problèmes qui règnent là-bas. Donc maintenant qu'il est revenu encore aux affaires, c'est pour commencer maintenant à résoudre les difficultés qu'il a rencontrées avec cette population-là. Donc c'est-à-dire qu'il se met maintenant au service de cette population avec les bases qu'il avait déjà jetées dans les 5 ans passés. Pour le moment, je crois que c'est l'élévation de murs et la toiture. C'est-à-dire, il va faire maintenant un chef-d'œuvre qui laissera des traces indélébiles dans la tête des Congolais. Toujours dans son discours, le président évoque dans son discours que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. C'est qu'il reconnaît quand même dans le passé, il y a eu des erreurs. Et si il faudra répartir à zéro par rapport à tout ce que nous avons décrié, c'est-à-dire il nous avait promis lors de son premier mandat sécuriser l'Est, nous n'avons pas trouvé cette paix qu'on cherchait, le taux de change qui continue à vaciller, nous prenons la gratuité de l'enseignement, c'est vrai qu'elle est effective, mais il y a dans des coins où les Congolais se plaignent, gratuité est commentée. Dans ce second mandat, comme il reconnaît qu'il y a eu les erreurs du passé ne vont plus se répéter, s'il faudra que vous puissiez dire au chef de l'État par où il peut commencer, ça peut être dans quel secteur? Je vais interpréter d'abord cette expression. Les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui se croyaient intouchables dans le passé, on commence par là. Les intouchables ne vont plus exister. Ne vont plus exister. Et ceux qui se nourrissaient des insultes à l'époque, cette fois-ci, leur place c'est en prison. Vous commettez un forfait, la justice sera avec vous. Les erreurs du passé ne se feront jamais, ne vont plus se répéter. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont fait des petits dieux à l'époque, des intouchables, véhiculer n'importe quel message de la haine, des messages et des histoires, des insultes au sein de la population, créer des traumatismes. Tout ça pour dire quoi? Non, au nom de la paix, vous voyez, il faut consolider ça, il faut faire ceci. Ces erreurs-là ne se répéteront jamais. Les détourneurs d'argent n'auront pas l'occasion de détourner. Une fois qu'il y a soupçon de détournement, d'abord on vous met à la disposition de la justice. Le reste viendra. Le reste viendra après. Lorsqu'il y a seulement soupçon, on vous met à la disposition de la justice. Parce que le fait de vous laisser d'abord, en vertu de ce principe-là de la présomption d'innocence, ça a donné beaucoup de zèle à certaines personnes. On dirait qu'il a détourné l'argent. Présomption d'innocence, non. On vous soupçonne d'abord, vous êtes ministre, vous démissionnez d'abord. Vous commencez d'abord par démissionner. Lorsque la justice va vous laver, vous allez regagner votre poste. Que votre adjoint puisse assumer l'intérim. Donc cette fois-ci, ça ne sera plus comme avant. C'est Mobutu qui le disait, plus rien ne sera comme avant. Vous comprenez? C'est ça, c'est que le président de la République est en train de dire. Les gens disent, non, il reconnaît que dans le passé, il y a des erreurs. Mais oui, effectivement. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter quand il reconnaît des erreurs. Vous avez déjà vu un président de la République dire que dans le passé, il y avait des erreurs. Entre autres, il y avait aussi d'autres erreurs où on a initié cette histoire de RAM qui a fait couler beaucoup d'encre et salive au sein de la population. Le chef de l'État a dit que dès le départ, c'était une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Une taxe qui devrait être payée par des sociétés de télécommunications. Les sociétés de télécommunications font payer cette taxe auprès de la population. C'était une erreur d'appréciation. Si on avait bien vu bien avant, ça ne pouvait pas se répéter. Et maintenant, cette taxe continue à être payée. RAM. On continue à payer la RAM, mais ce n'est pas la population qui paye ça directement. Mais c'est la société qui paye. Et là, on ne sent pas ça. Vous comprenez? Donc, ces erreurs-là ne vont plus se répéter. Ces erreurs-là ne vont plus se répéter. Et encore aussi,
il y a aussi d'autres choses qui ne se répéteront pas, des marches, de petits-enfants sur la rue, oui. Et tout ça. Ces erreurs-là ne se répéteront pas. Vous prenez des petits-enfants, des mineurs, vous les mettez sur les rues. Toi, le leader qui a organisé la marche, tu vas d'abord te justifier en justice. Cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Pour terminer, parce que nous sommes arrivés à la fin, le président de la République a tendu la main à l'opposition. Chose qui a fait parler plus d'un des Congolais. Il a tendu la main à l'opposition et il y a une réaction qui circule sur la toile de Prince Epenge qui dit qu'ils sont prêts à discuter avec le président de la République. Est-ce que c'était une façon pour lui d'ouvrir les portes à ses frères avec qui ils ont eu à travailler à l'opposition et pour leur faire voir que tout ce que nous avons eu à faire quand on était à l'opposition, c'était juste pour le bien-être des Congolais, ou une façon pour lui de les récompenser par rapport à la lutte qu'ils ont eu à mener en son temps. Vous savez, par rapport à cet aspect des choses, je vous dirais, mon frère, que le président de la République est appelé garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Vous comprenez un peu? Oui. Tel qu'il est élu président de la République, il est le président de Martin Fayoulou, de Prince Epenge, de Moïse Katumbi, de Salomon Escadela. Il est le président de tous les Congolais. Du moins pour ceux qui se reconnaissent être Congolais, il est le président de tout ce monde-là. Et lorsqu'il dit que non, il a tendu sa main à l'opposition, c'est pour dire que tout celui qui veut travailler pour la République démocratique du Congo, il est le bienvenu. Mais pour celui qui veut travailler pour les étrangers, celui-là ne sera pas le bienvenu. Ce n'est pas une faiblesse lorsque le président de la République tend la main à l'opposition. Il dit, vous êtes des opposants. Oui, venez avec les idées que vous avez là. Nous pouvons les mettre ensemble et travailler pour la République démocratique du Congo. Si vous êtes opposant congolais et que vous avez l'amour du Congo, les idées là, vous n'allez pas les garder sur la route. Vous allez les amener, on le met ensemble et puis on travaille, on évolue. D'ailleurs, ce que le président de la République a dit, c'est ce que Mozito avait déjà bien avant, lorsqu'il a félicité le président de la République. Il avait dit que non, voilà, moi je suis prêt à travailler avec tout celui qui va gagner les élections pourvu que nous puissions nous mettre d'accord sur le programme. Vous comprenez? Donc le président n'est pas le premier à tendre la main à l'opposition, mais l'opposition avait déjà tendu la main au pouvoir qui sera en place. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour vous dire que il a entendu les cris de ses enfants qui pleurent de l'autre côté. Il dit, venez, vous avez de la place en République démocratique du Congo. Vous êtes des opposants, mais vous êtes où? C'est en République démocratique du Congo, vous n'avez qu'un seul président de la République. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas deux présidents élus. Il n'y a qu'un seul président. Oui, il n'y a qu'un seul président. Juste, et puis investi. La dernière question, parce que nous avons vraiment atteint le minute. Oui. Quel format pour le prochain gouvernement? En fait, c'est une question très importante, mon frère. Je me suis toujours battu, moi personnellement, pour que le gouvernement qui sera mis en place soit un gouvernement qui a moins de membres possible. À la limite, que nous puissions avoir au moins 25 ministres. Est-ce que cela est possible avec toutes ces alliances qui se font? Il y a Kamere et Tony Kankou qui viennent de créer un nouveau regroupement politique. C'est possible d'avoir... Ils ont fait la fusion, ils ont aujourd'hui 157 députés. Est-ce que c'est possible? C'est une vie politique normale. C'est une vie politique normale. Ce sont des activités politiques normales. Mais ce que j'ai dit, nous devons réduire, parce que réduire le train de vie des institutions tient aussi compte de cet aspect. Quand vous avez un gouvernement de 60 ministres, vous devez les doter de véhicules, 60 véhicules, au moins 2 véhicules par ministre. Par ministre. Quand il faut détacher la police. Quand il faut détacher la police et tout ça. Vous savez combien l'État dépense dans cette pléthore de ministres. Donc, si nous avons un gouvernement de 25 ministres tout au plus, le Congo va aller de l'avant. Parce que pour moi, dans ma façon de voir les choses, je ne peux avoir dans ce pays que 11 ministres et plusieurs secrétaires généraux. Ce pays va aller de l'avant. Parce que quand vous avez, par exemple, vous prenez le ministère de l'Intérieur. Vous trouvez dans ce ministère de l'Intérieur, vous trouvez encore, il y a un autre ministère, au ministère de la décentralisation. La décentralisation, c'est une direction du ministère de l'Intérieur. Mais tout ça, pourquoi? On érige ça dans des ministères. Il y a des ministres qui n'ont pas de signature. Ils ne signent aucun document en dehors de communiquer.
Quel est le document que vous allez chercher au ministère de la décentralisation? Qu'un ministre va vous signer. C'est quel document? Parce que tout le pouvoir est au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous comprenez? Il y a des ministères où ils n'ont pas de portefeuille. Mais seulement avoir cette casquette-là de ministre, avoir des gyrophares, accès libre, et puis assister à la réunion au conseil des ministres, voir le président en face. C'est ça le problème. Mais voilà. Ce ministère-là qui ne contribue rien dans le budget de l'État. Il faut supprimer. L'État dépense pour eux. Il faut supprimer. Ce n'est pas seulement en s'amenant avec des vestes. Vous pouvez avoir, vous avez votre veste là, vous n'êtes pas ministre. Donc pour avoir de vestes, même la cravate telle que je l'ai ici, ce n'est pas seulement en étant ministre. On peut servir l'État ou la République démocratique du Congo partout où vous êtes. Un journaliste fait bien son travail, il sert son pays. Un avocat, il fait bien son travail, il sert son pays. Un magistrat, il fait bien son travail, il sert son pays. Vous êtes cambiste, vous êtes partout où vous êtes, vous pouvez servir la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement tout en étant ministre qu'on peut servir la République démocratique du Congo. Non. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Dani Chamala que nous allons mettre un point final. Nous allons demander au président de la République de réduire le nombre de ministres. Et belé, on a parce que s'il faut voir déjà les cas avec leur salaire de 42 000 $, faites fois le nombre. Et puis il y a toute une suite qu'il faut payer, nourrir, doter. Ils ont des cabinets, c'est tellement compliqué. La République a besoin d'économiser de l'argent pour toucher le cas social et la population. Nous avons des Congolais qui vivent sous les eaux aujourd'hui. Vous allez à Kingaboa, vous allez à Massina Nakati, vous allez vers Pompage. Il y a des Congolais qui vivent sous les eaux, mais aujourd'hui, le gouvernement est à la Bangoka Bongo. Personne n'y va. Je l'ai dit hier dans l'émission FM Débat, ils étaient encore dans la logique de la campagne. Alors qu'il y a de vrais problèmes des Congolais qu'il faut arriver à traiter. Je pense que cette fois-ci, que le président de la République tienne compte du nombre. Il y a un ministre, ça sera quand même une bonne chose. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis. Le défi est lancé pour le dossier du pasteur Cass. Oignon Swamoni Gazana Makasi a la défi à Komela Biso Torobenga, M. Dani Chamala pour que Baye Banako débattre. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Bye bye.